Si jamais ton build n'est pas bon, ta compète meurt. Aussi bien que si tes scorecards ne sont pas bien faites, ta compète elle meurt aussi. En fait, l'idée, c'est que j'aimerais qu'on rende le build aussi important qu'il l'est, parce qu'il est ultra important, et souvent, on le voit peut-être moins, ce taf-là, alors qu'en vérité, ultra important, il y a des choses aussi ultra importantes, mais il n'y en a pas beaucoup. En ultra important, j'y mettrais 3 postes, quoi. C'est ce qui fait que ta compète tient debout. Mais le build fait partie intégrante de ça. On est avec Pat, ici, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi déjà personnellement, mais aussi parce que c'est le head build aujourd'hui, et donc qui a la tête du build, et qui s'occupe depuis maintenant... les 8 dernières années déjà des Affiliates Battle. Et si aujourd'hui les Affiliates Battle ont cette renommée qui est très bonne, c'est parce que il y a quelqu'un qui bosse là-dessus aussi un peu dans l'ombre, et c'est Pat qui est juste là. Et il fait un travail incroyable au niveau du build, et le build qui était nécessaire il y a 8 ans est complètement différent du build qui est nécessaire aujourd'hui. Et donc on va pouvoir avoir ce petit moment sympa avec Pat qui va nous expliquer pas mal de rouages et d'infos là-dessus. Quand tu dis le build, c'est en fait tous les gens qui viennent entre chaque hit modifier tout le floor et installer le floor avant la compète, et surtout le démonter après la compète aussi. C'est ça. C'est ça le build en gros. Le build, si tu veux, c'est 5 temps. Le premier temps, c'est le cogitum, donc c'est des réunions, c'est des discussions, c'est des projets, c'est des idées. On se voit quand même 10 mois à l'avance. Ensuite, c'est la rédaction des WOD. Donc là, je suis dans une phase de faisabilité, c'est-à-dire que Joe, Mika me demande est-ce que ces WOD sont réalisables? Parce qu'en gros, la première phase, c'est Joe qui t'amène les WOD. Alors d'abord, on discute tous. Là, tu vois, la table de réunion est grande, on est nombreux, il y a beaucoup de réunions. Et là, on met en place les idées. Les idées générales, un petit peu finalement, de voilà ce que cette année, vers quoi on va un petit peu nous tendre finalement. Et Jocelyn, qui s'occupe de la prog, entend tout ça. Et lui va compiler tout ça avec nos idées, mais surtout les siennes finalement, mais en prenant un petit peu de... il grave un peu tout ce que nous on a pu lui proposer. Là-dedans, il y a des trucs, il y a des directives de ta part du style ça les gars, c'est impossible. Alors c'est pas des directives, mais oui, Joe me demande, on a après une relation directe, il me dit est-ce que ce WOD est réalisable? Parce que j'ai une dotation de matériel, je dois réfléchir à la rotation, et il arrive parfois que des épreuves, c'était le cas il y a 3 ans sur le dernier WOD, il y avait un WOD sprint comme souvent sur la dernière épreuve, et il y avait 3 barres, les athlètes couraient, lâchaient une barre, en prenaient une seconde qui était préchargée et c'était pas réalisable. Donc en fait, il fallait avancer la barre, la charger et progresser. Voilà. Donc moi, mon travail, c'est de dire on peut ou on peut pas. Mais ça se limite à ça, je n'interviens pas dans l'écriture. Oui. Au début, c'est vraiment ça, pour savoir si on part sur quelque chose de réellement faisable, ou sinon on va dans quelque chose impossible. Et du coup, ça sert à rien de travailler sur ce sujet-là et perdre du temps. Et donc là, c'est la première phase du coup. C'est la deuxième. La deuxième. Déjà, la première, c'est nos réunions. La deuxième, c'est plus personnel. Presque, on peut dire presque garde-fou finalement, Pat, de dire attendez les gars, là, moi j'ai envie que le CrossFit ce soit incroyable, mais ça c'est pas réalisable. Ou oui. Après, je travaille parfois sur des WOD. Et je dis à Mika, voilà, il me dit, c'était ton travail de nous dire que on pouvait pas le faire. Donc ça c'est le temps 2. Le temps 3, c'est actuellement. C'est la mise en place. Montage, réception, matériel, qui a un gros inventaire, mise en place, ça c'est lourd. C'est quoi? Alors il y a 3 ans, la dernière année avec le partenaire précédent, je reçois les caisses et j'ai aucun bumper de 15. Exact. Ouais. Donc il manque des fois des choses et donc, moi, importantes. Et ça, tu les as reçus à combien de jours de la compète? J'ai reçu, à l'époque, on recevait le matériel 4-5 jours avant. Or moi, si tu veux, dans mes petits papiers, je construis les barres. C'est ce qui sera à l'étape 4, j'y viendrai dans un moment. Mais moi, il faut que théoriquement, si tu veux, la compétition, elle a déjà eu lieu chez moi, dans mon bureau. Virtuellement, chaque détail. Mika me donne des infos. Dès qu'il peut, il me donne la timeline. J'ai les temps de transition. Et moi, il faut que, si tu veux, la compétition, moi, j'ai déjà fait 5, 6, 7 fois. Parce qu'en plus, c'est très tactique, parce que finalement, cette timeline dont parle Pat, c'est que je vais lui donner aussi les temps entre chaque hit de pause qu'on va avoir. Exactement. Mais Pat peut me répondre aussi, attends, sur ce WOD-là, moi, si tu me laisses que, je dis une bêtise, 2 minutes sur celui-ci, c'est très compliqué de pouvoir gérer ce que tu me demandes en termes de barres, etc. Et c'est vrai que c'est super important, parce que tout devient extrêmement un puzzle, et être sûr que ça puisse fonctionner. Et ça, c'est peut-être le plus dur qui est aussi, parce que selon le WOD, selon ce que Pat
quand il a fait son déroulé, finalement, cette compétition qu'il a fait chez lui, bah là, il va pouvoir nous dire oui, non, les gars, ou va falloir mettre à jour. Et donc, pour finir, l'anecdote, cette année-là, il nous manque les 15. Je découvre ça quelques jours avant la compète. Et c'est compliqué pour moi de faire, à l'époque, on a 14 lanes. Et c'est difficile pour moi de faire les 6 dernières lanes. Parce que je dois composer les barres d'une façon, ou pas la logique, quoi. Ah, mais là, du coup, tu partais et tu n'avais pas les 15. Et non, je les ai jamais eu. Vous les recommandiez pas. Et on n'a plus le temps d'être quand le semi-remorque arrive, tu es à... Alors à l'époque, en tout cas, on était à J-4, tu vois. Ouais. Donc t'arrives, le temps que tu fais ton stock, pas te reçoive, il positionne dans le Parnasse, tout ce qu'il faut, t'es à J-3. Bon, bah là, tu comprends qu'il y a un problème. T'es à 48 heures bientôt de la compète. T'as un vrai problème. Alors tu peux très bien te dire que même avec CrossFit Team, on aurait pu prendre des poids, mais c'est fin. Mais même avec ça, c'était juste. On a compensé. Et c'est là où ça devient très complexe, c'est-à-dire que chaque barre que Pat a mis en place sur le floor, on sait que c'est un poids de 20, je dis bêtise, mais un poids de 20, un poids de 10, un poids de 5, un poids de 2,5. Et il faut que toutes ces barres-là soient faites comme ça, parce que tout son staff build qui va travailler lors de cette compète, lui, il a ces informations-là qui sont toutes préparées à l'avance. Si finalement, on change ne serait-ce que la manière dont la barre est montée, eh bien, ça devient compliqué et il n'y a plus de repères et ça peut vite se perdre. Et c'est comme ça qu'on fait des vraies erreurs. Donc, c'est pour ça que cette fois-là, je me suis réservé 6 couloirs et j'ai dit au build, vous n'y touchez pas. Et avec mon ami Steph, on a géré 6 couloirs à nous deux parce que c'était très compliqué. Ouais. En plus, il y a des rotations. Tu sais, il y a des catégories. Ouais. Et donc, je charge une barre, puis je la décharge pour une catégorie différente. Donc, voilà, il y a des petits épisodes. Voilà. Donc ça, si tu veux, c'est l'étape 3. Donc, je dois penser à tout ça. 4, c'est la mise en place. Et après, il y a le déroulé de la compétition. Donc là, j'ai une équipe. Cette année, on est bien fourni. Hein. Ouais, on est plus de 35. Voilà. Après, un peu plus de 35-40 personnes. Ouais, chaque année, ça il y a eu des années. La première année où j'ai appris la définition du build, c'était la responsable de ce fournisseur de l'époque. Tout à fait. Qui me dit, Pat, vous êtes combien au build? Ouais. À l'époque, on était 9. 10. Ouais. Et elle me dit, mais là, j'arrive d'Édimbourg. La compétition, il y a la moitié des athlètes. Ils sont 60 au build. J'ai dit, Mika, c'est quoi le build? Ouais, c'est vrai. Donc là, si tu veux, j'ai des gars qui viennent. Puis ils sont fiables, quoi. Et en plus, j'ai des têtes de pont. Ouais. Des gens qui viennent. Je pense à Marion de Narbonne, Théo. Je vais pas citer tout le monde, mais vraiment, c'est des gars que j'aime beaucoup. Ils sont là, mais ils connaissent rien, quoi. Ouais. Et il y a 2 chefs d'orchestre ce jour-là. Un qui a écrit la partition, puis un qui doit l'apprendre. C'est Steph et moi, ça a été Virgile et moi. Et là, il faut qu'on leur explique. Et il faut qu'ils fassent le travail. Et comme je veux que pour eux, ce soit 2 jours, 3 jours, cool. Les bénévoles, il faut aussi que ce soit leur moment. Faut que c'est pas mes employés, je leur ordonne pas de faire les choses. Donc, j'ai fait en sorte que ce soit le plus smooth possible. Et qui passe quelques jours plaisants. Parce que ça peut être plaisant finalement ce job. En fait, build, si jamais la partition elle est donnée de la belle manière et que le staff et l'organisation arrivent à mettre en avant les personnes qui sont au build, c'est un moment, je pense, qui est super sympa parce que c'est un peu, moi j'imagine énormément par rapport, on en avait parlé, mais la Formule 1 quand tu arrives au stand. À ce moment-là, il y a un truc qui se passe où pendant alors c'est en Formule 1, on parle des fois de 3 secondes, mais peu importe. C'est-à-dire si on a 1 ou 2 minutes entre chaque hit, un peu plus de temps en temps, ces minutes-là, elles sont timées et ok, on sait tout ce qu'on doit faire, la partition elle a été vue, révisée, tout le monde est à sa lane, à sa place, clac, on se retourne, ça y est, c'est déjà fait. Et en vrai, c'est un moment qui est un petit peu incroyable quand ça marche, que ça fonctionne, c'est magnifique. Ouais, mais moi je me disais aussi, c'est beaucoup de stress pour les personnes parce que une simple erreur peut faire soit le vote d'un athlète, soit l'organisation de toute la compétition. Alors, si tu veux, comme ça, c'est mon travail, qu'il n'y ait pas d'erreur. Pour moi, le build, c'est se définir en une phrase. C'est à l'heure, pour pas dire à la minute, et sans erreur. Voilà, je t'ai résumé le build. Donc, comme l'idée, elle est là, c'est qu'il n'y ait pas d'erreur et que ce soit le plus lisse possible, eh ben, figure-toi qu'il y a quelques années, j'ai fait des petits dessins sur lesquels je dessinais un floor et j'expliquais au build, il faut poser le rameur ici, il faut poser les dumbbells ici. Et Mika, il a vu ça. Il me dit, c'est quoi ce truc-là, Pat? C'est bien ça. C'est pour le build. Il me dit, mais c'est trop bien.
Et t'en as un bouc maintenant. Ce que t'as fait sur le côté là. Ouais, le bouc, on le voit sur le côté. Mais au départ, c'était pour le build. Au départ, c'était pour le build. Et finalement, on s'est dit, mais c'est juste génial, de l'expliquer au build, mais c'est aussi génial de pouvoir faire voir ce floor-là, finalement, aux athlètes. Ça définit un flow. Et donc, tout est beaucoup plus fluide à la fin. Mais là où Pat est très bon, où il est très minutieux, et c'est la force aussi qu'il amène à notre build qui est très pro, c'est que chaque dessin qu'il va créer, c'est à l'échelle du floor. Et que même la couleur de chaque disque, elle est répertoriée dans son book avec une barre qui est vue presque en plan serré pour comprendre à quel point c'est carré, quoi. Je vais te montrer, mais ça c'est une autre anecdote qui vaut la peine. Tiens, voilà. Donc tu vois, t'as tous les agrès là dessinés. T'as un rameur, tu peux zoomer là pour le coup parce que je crois que t'as la chaîne aussi. T'as l'overrun. Attends, mais t'as fait ça tout seul? Alors si je te disais que c'était sur Word, il y en a quelques-uns qui s'arracheraient les... Tu les as chopés sur Google ou tu les as... Non, j'ai tout dessiné. Il a tout dessiné de A. Et figure-toi qu'une année sur un BH, sur un BH, on a un petit souci d'orga et Mika il me dit pas spécialement à moi, hein. Il me dit ouais mais c'est parce que les dessins étaient pas à l'échelle. Et là depuis ce jour-là, alors là, si tu veux maintenant, on est à l'échelle. On est à l'échelle surtout que sur OBH, je sais plus où sont mes dessins. Et puis on va pas tout montrer, mais je peux te dire que voilà, non c'est pas ça, mais je peux te dire que j'ai les couloirs, voilà, ça c'est à l'échelle. D'accord, attends. Donc là on a un couloir qui fait 20 mètres. Donc là t'as un couloir qui fait 20 mètres, et là t'as tous les agrès à l'échelle. Ouais. Que parfois je grossis parce que il faut quand même. Tu vois, t'as la côte là. Ok, ouais, la côte. Donc t'as la côte. Ça fait 1 mètre à l'échelle. Ça fait 2 mètres. Voilà. On fait un overrun avec toutes les barres. Voilà, donc voilà. Là c'est les Easy Rope, nouveauté de. Non, tu l'as déjà annoncé. Ouais, on l'a annoncé. Tu l'as déjà annoncé. Mais c'est là où on voit que le travail est incroyable et c'est là où tu peux te différencier d'une compète à une autre, à quel point tu es professionnel. Parce que en amont, il y a tout ce travail-là qui n'est pas visible. Mais c'est pas juste un travail de communication, c'est un travail aussi en interne qui est juste un fou. Parce que là j'ai la liste du matos. Là on le montre de cette année. Non, de cette année. Mais tu vois pas ce qu'il y a écrit. Bon. Et tu vois que le matos, j'en ai besoin sur le WOD Endive, sur le WOD Team. J'en ai pas besoin sur le ladder. Et quand c'est vert, ça veut dire que j'en ai plus besoin pour le reste de la compète. Chaque chose il faut que ce soit fluide. D'accord. Oui, parce que là, ça s'arrête, ok. Voilà, ça veut dire que ce matos, là... On peut le ranger. Ouais, exactement. Et je vais le ranger. Voilà. Range au stock et quand le voyant est au vert, j'en ai plus besoin de la compète. Et quand tu vois un signe, c'est que les gars, on en a besoin. Donc moi, je dois gérer le fait que ça sort du floor, mais ça doit être à distance. Voilà. Au Parnasse, il y a une particularité qui est un peu difficile pour nous, c'est qu'on n'a pas trop de zones de back-office. Ou alors on en a, mais elles sont difficilement atteignables et du coup à des endroits où qui sont pas. Ça interfère après avec la fluidité, tu vois, de la circulation des athlètes, etc. Voilà. Parce qu'une zone de back office pour toi c'est un bureau séparé. Ce serait une zone où par exemple je peux préparer les barres et les rentrer d'une façon confortable. Ouais. Et les barres sont en stand-by et que finalement on puisse entrer et sortir les barres du floor d'une manière simple. D'ailleurs, on a cette année acheté plus d'une vingtaine de diables. Absolument. On l'a déjà vu, ça s'est déjà fait, on n'a rien inventé ici. Mais par contre, là aussi, on vient se professionnaliser encore un petit peu plus avec des diables qui ont été faits noirs, avec le petit logo Fierce Battle, etc. pour que ce soit vraiment clean. Et ça permet encore une fois de fluidifier tout ce travail-là, parce que souvent ce que je dis, le travail d'un build, bon build, c'est un travail qui se voit pas finalement. C'est quelque chose qui est dans l'ombre, et c'est encore plus pour ça qu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'on oublie et qui pourtant fait que ta compétition sera réussie si ton build est bon. En fait, et c'est là où Pat il excelle grâce par sa réflexion, ses fichiers, et puis le jour J par sa mise en place. Ça se voit que si t'échoues en fait. Oui. Ça se voit que si t'échoues. Et là pour le coup ça se voit, mais vraiment trop. Ouais. Toi tu vois que t'as un t-shirt blanc. Si t'as une tache au milieu, on voit plus que ça, ouais. Donc là, est-ce qu'on a fini les étapes? Et après, non. Après, il y a la compétition. Il y a la compétition, mais il y a aussi le manoir, et surtout, ça c'est la partie, on est beaucoup moins nombreux. Ouais, moins drôle, hein. Le rangement. C'est rangement. Mais qui dit rangement, dit encore donc remettre dans les caisses, prêt à partir dans le semi-remorque. Le semi-remorque a une manière d'être rangé à l'intérieur, donc on a un plan 3D concrètement de comment les caisses doivent être rangées à l'intérieur. Donc Pat, son travail, c'est d'abord de vérifier que les caisses soient pleines.
Ok. Tu peux tourner, il y a le deuxième camion. Mais après, ça serait bien de refaire des plans, tu vois, sur ton book, Pat, qui a des choses vraiment intéressantes. Je sais pas s'il a tout lu. Enfin, quoi que peut-être que tu as tout lu. Après, je peux te montrer d'autres choses. Tu verras si tu utilises, Théo, mais... Tu les as, ces fichiers? Bah oui. Oui. Je te montre. Tu vois, ça c'est mon fichier Parnasse. Bon. Donc j'ai une vue Google. Alors si tu vois des coups de crayon partout, c'est le grand blond là-bas. Il m'écrit, c'est pour ça que maintenant je les mets sur des pochettes, parce qu'il me fait toujours ces gribouillages. Bon, comme ça va être collector, je les garde. Voilà. Donc tu vois, alors anecdote pour anecdote, on est en pleine réunion, et il y a Thibaut d'Aiguevive qui me dit, Pat, c'est quoi la hauteur entre le haut de la cage et le plafond du Parnasse? Parce que lui voulait mettre un écran de cinéma, c'était l'année dernière. Et là, il me demande la hauteur. Tu vois le genre de questions qu'on me pose. Bon, il m'a fallu une petite minute et demie pour leur donner la réponse. Parce que tu avais déjà référencé la... Non, j'avais pas référencé, je m'attendais pas, mais bon. Bon, voilà, tu vois, je prends des codes perso, je les ai prises avec Steph. D'accord. J'ai à peu près, quand Mika me dit, je veux mettre une bâche ici, elle fait combien? Voilà, j'ai les cotes. Voilà, j'ai la mise en place. Et bon, ça tu le mettras pas, mais comme je vais pas rester encore quelques années, je leur prépare, tu vois, le mode d'emploi. Comment on prépare le floor. Comment on positionne la cage. Alors ça, c'était la spécificité de cette année. Voilà. Et puis comment on fait ces foutues lanes. Voilà, la technique. Bon, enfin voilà, tu vois, il y a même la technique pour faire les pointillés. Parce que contrairement à ce qu'on espère, on ne vend pas un scotch qui fait les pointillés. Voilà. Bon. Et le montage de la cage, etc. J'ai même maintenant les fermettes. Parce qu'on doit suspendre. Donc j'ai le plan des fermettes du Parnasse. C'est quoi les fermettes? C'est les armatures qui soutiennent le toit sur lesquelles se suspendent toutes les choses. Voilà. Oui, les petits... Parce que Mika, il m'appelle à toute heure du jour, pour pas dire de la nuit, il me dit « Pat, j'ai besoin de ça. » C'est quoi? Je lui dis, je t'envoie le plan. Quand tu sais que tu vas avoir des réponses, tu l'appelles. Il y a tout dans le... Non, mais le pire, c'est que je peux lui envoyer, il ne va pas la retenir. Il va me la redemander. Ah non, ce sont des informations qu'il ne veut pas qu'ils viennent perturber longtemps. Tu vois, donc même Loris. Sur le moment, tu les prends, mais après, tu les... Le gars des Lumières, il m'appelle un soir, il est presque minuit, il est à Paris, et il se pose une question sur la compète qui est dans 8 jours. Il m'appelle et dit, Pat, est-ce que tu peux me dire? Bon, enfin... Et c'est vrai que ça a été, voilà, le Bull, c'est finalement depuis 8 ans un travail qui a évolué, qui a été au début pour une compétition, on va dire, simple, ou du moins qui n'avait pas encore un enjeu finalement incroyable comme aujourd'hui, et qui petit à petit on a dû se professionnaliser, oui. Et Pat a pris ça à cœur et à corps, et du coup aujourd'hui, c'est vrai que sans lui, ça serait une autre compétition. Donc il est très important et il fait partie intégrante de la réussite des FS Battle, c'est certain. Donc ça passe par tout ce qu'il vient d'expliquer et c'est un job qui prend, je dis pas que c'est un plein temps pendant 10 mois, mais ce que je veux dire c'est que ça tourne dans ta tête en fait pendant une dizaine de mois et tu dois avoir des moments de réunion, de partage, être certain que tout ce qui a été fait en amont va fonctionner et ça permet d'arriver à un FS Battle comme on va le proposer encore une fois cette année. Et Pat, tout ça là, c'est le cumul de plusieurs années où tu t'es inspiré un jour de... Alors non, c'est intéressant. Alors je vais te dire deux choses. D'abord la première année, quand j'ai proposé mon aide... Première année, c'est 2019, 2018 Première année 2016, si je dis pas de bêtises. Non, moi j'étais pas la première année. Non, je suis rentré sur la deuxième année. 2016, hein, je dis pas de bêtises. 17 pour moi. Une année out parce qu'il y a eu une Covid. Non, mais pour moi c'est 17. Okay. Pour toi c'est 16. Ouais. Voilà. Et quand je propose mon aide, pour te donner un petit secret là, c'est que comme on savait pas trop quoi faire du vieux, on m'a mis aux poubelles. Non. Mis aux poubelles. Il dit ça, mais c'est pas vrai. C'est totalement... Alors oui, je me rappelle avec Pat. J'ai été aux poubelles. Je vais même te dire... Est-ce que j'étais avec toi, oui ou non? Non, mais toi t'es partout, donc t'es forcément avec moi où que je me trouve. Mais j'étais aux poubelles. Et alors en plus j'avais eu la mauvaise idée, cette année-là, de lui proposer de faire des jus d'orange. Je lui avais amené ma machine. Et donc, autant te dire que les poubelles, les corps d'orange, elles pesaient pas 2 kilos. Et ma fille vient me voir le dimanche. Et elle demande Pat. Et on lui dit, Monsieur Poubelle, eh ben, il est là-bas. Donc ça m'a un peu piqué.
je me suis dit, il y a doit y avoir 2-3 marches à gravir dans cette organisation pour que je reste pas aux poubelles. Et du coup... Tu peux pas démarrer plus bas, là, c'est bon. Non, mais ça m'a plu comme boulot. et je suis monté tout doucement. Donc, pour te dire, non, il n'y avait rien. Rien. Je suis parti d'une feuille vierge, d'ailleurs. À une première réunion, j'ai dit, les gars, il est où le cahier des charges des acquis? Ils m'ont regardé en me disant, non. Chaque année, réinventer le truc. Ouais. C'est simple, hein, à l'époque, on louait 2 ou 4 WC chimiques, des petites tribunes. Oui, finalement. Voilà, je dessinais les plans pour l'extérieur, les partenaires. Voilà, c'était déjà sympa. C'était très sympa. C'était déjà très sérieux sur le plan sportif. Oui, mais sur le plan de l'orga, il fallait tout inventer. Tout à fait, ouais. Il fallait partir de zéro et il fallait le mettre en place pour que ça perdure et que petit à petit ça se professionnalise. Mais ce que Pat ne dit pas, c'est aussi ton métier de ta vie, Patou. Qu'est-ce que c'est tout ce que tu fais? Mais moi, c'est pas, ça n'a aucune importance. Bon, je suis dentiste, accessoirement, voilà. Dentiste, mais pas que. Il fait pas mal de conférences, et il a évolué dans le métier. Et aujourd'hui, s'il est aussi carré que ça ici, c'est parce que dans sa vie aussi pro, c'est quelqu'un qui a été carré et qui connaît la pression, qui connaît plein de choses et qui fait qu'aujourd'hui, il arrive à délivrer quelque chose d'incroyable comme ça. Et c'est important de le souligner. Comment vous connaissez? Eh ben, ça, c'est intéressant aussi. Ça, c'est intéressant. Vas-y, Pat. Un jour, j'ai vu une affiche de publicité, un 4x3, c'est ça? Ouais. J'allais faire mes courses avec mon fils, mon dernier garçon, Mathis, et je lui dis, tiens, c'est quoi ce truc-là? Je vois CrossFit, et je dis, je vais aller. À l'époque, je faisais un peu de sport route de Feu, près de là où j'habite. Et puis, je suis allé pousser la porte de CrossFit. Et je me souviens, à l'époque, il y avait des skills le samedi. Donc, c'était une séance où tu veux que ça prenne. Et quasiment, ma deuxième séance, il me fait mettre la tête en bas. Voilà, une fois que j'y arrive, il me dit, bon, ben maintenant, tu fais une pompe. Et je m'effondre comme une grosse merde. Et je me dis, mais c'est quoi ça, quoi? Voilà. Et puis pendant 3-4 mois, chaque fois que je rentrais là devant Castérès pour aller là-bas, je me disais mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas, quoi. Et là j'y vais quasiment 4, 5, 6 fois par semaine depuis quelques années. Mais pour l'anecdote, je sais qu'il fallait lui trouver une espèce d'objectif ou de compétition. Si c'était trop simple, Pat, il aurait pas signé à CrossFit Nul. De la même manière, il aurait pas signé à Chris Battle si c'était trop simple. Évidemment. Donc, oui, j'ai commencé par une pompe à l'envers, c'est beaucoup plus... Il avait tout prévu. Il avait tout prévu. Donc il nous a rejoint, en vérité, la vraie réponse à ta question, c'est que quand je vois le travail qu'il y a derrière, je suis obligé de m'inscrire, quand je vois le sérieux du cas sur l'orga, et cette ambition chaque année de faire mieux que l'année précédente, ça me motive. Oui. Quand je vois le travail de Joe, quand je vois le boulot de tous les volontaires, de tous les bénévoles, t'es obligé d'être à la hauteur. C'est un groupe. Et tu sais, une chaîne, si elle fait 100 maillons, 2000 maillons, elle va craquer toujours du maillon le plus faible. Et ce maillon-là, ça peut pas être moi. Donc je fais le boulot, les documents s'améliorent, je sais que ça t'a plu parce que je les ai vus. Voilà, je vais t'en montrer un. Ça m'a plu parce que je pensais pas qu'il y avait... Pardon, excuse-moi. De précision, en fait. Ben, je pensais pas que c'était à la minute près et surtout que c'était ben oui, bien... j'ai un timing. Tu te redonnes son métier ou c'est bon pour la précision? J'ai un timing, voilà, bon, parfois, tu vois, sur le Wodin, donc comme il est officiel, il y a pas de risque. Pour moi, le principe, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que je suis jamais sur le moment qui se passe, je suis sur le moment d'après. Donc, alors ça, c'est pas fait pour que le build le lise ou le comprenne. Oui, parce que ça, il n'y a qu'un message, c'est le rouge. C'est que chaque fois que c'est rouge, c'est que je fais un brief. Parce que ça aussi, je l'ai découvert sur le tas. Avant, j'expliquais le WOD dans son intégralité et je donnais toutes les variations. Et je me suis rendu compte que tout le monde n'a pas les mêmes compréhensions et qu'il y avait une potentialité à faire des erreurs. Donc maintenant, je n'explique qu'une seule variation à la fois. Donc les gars, ils font ce qu'on leur demande de faire. Et nouveauté aussi, qui est pour Steph et moi, je te montre, mais tu regardes pas pour l'instant, c'est, voilà, tu vois, j'ai des petites choses comme ça, tu filmes de loin, et j'ai dessiné mes barres en couleur. Et donc Steph, il a le même document que moi, il se partage les lanes de 11 à 20, moi de 1 à 10, et il valide si les barres sont montées correctement. Voilà. C'est-à-dire que sur le flanc, grâce à ce dessin-là, tu peux...
tu sais si tu es au bon endroit parce que avec des petits schémas. Que 2 minutes pour tout checker. Donc, et c'est officiel, 3 minutes. Mais une fois que tu as les athlètes au milieu, que lui, il a envie de lancer une petite musique pour chauffer tout le monde, et que les juges sont en train de faire signer, ouais, crois-moi qu'il reste, il reste pas 3 minutes. Donc, plus c'est clair, plus c'est fluide, et mieux ça se passe. Et j'ai bien aimé ce que t'as dit, Mika, et c'est en même temps la chose la plus délicate, et je vais dire peut-être une chose moins gentille après, mais c'est qu'on doit pas être là. Et la chose la moins gentille, c'est que je dois dire que ça fait quelques années, comme a dit Mika, j'ai vu plusieurs milliers d'athlètes, et je dois compter sur les doigts d'une seule main le nombre de fois où j'ai un athlète qui est venu me voir en me disant merci. Voilà. Il a entièrement raison dans ce qu'il dit, Pat. Et ça marche pour pas mal finalement de personnes qui donnent énormément de temps aux Affiliates Battle, mais celles-ci encore plus peut-être même moi pour le travail que Pat fait aujourd'hui, s'il ne fait pas ce travail-là, les Affiliates Battle, ça tient pas debout. Et je pense que les émotions que viennent chercher les athlètes et ce moment qu'on passe tous ensemble, en fait, si Pat n'existe pas, ça n'existe pas. En tout cas, aujourd'hui, ça sera jamais aussi bien fait que quand Pat le fait. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté où c'est triste des fois de se dire qu'il n'y ait pas... mais peut-être que moi-même, je suis déjà allé dans des compètes et je me suis pas arrêté de dire bravo au build. Je me suis très souvent arrêté de dire merci au juge, par exemple. Voilà, c'est ce que je veux dire. Parce que c'est pas moi, merci, quand je dis merci, j'ai 20, 30, 35 personnes qui donnent tout. Ouais. Qui donnent tout. Et quand il y a du retard, c'est les premiers à rattraper du temps. Et je veux dire, les juges, je les vois checker, je vois des athlètes embrasser leurs juges parce qu'ils les soutiennent. Ouais. Les médias, ils sont au milieu. Si t'es au bar, tu côtoies les gens. Si t'es au check-in, tu les salues. Nous, on les voit pas. Ils nous voient pas. Enfin, nous, on les voit, mais eux, ils nous voient pas. Et on n'a pas cet échange. Alors, c'est pas grand-chose, tu vois, un petit check ou merci les gars. Ça fait plaisir également. Voilà. Je pense que ça... Pas pour moi, parce que moi j'ai d'autres satisfactions, mais j'ai 30 personnes avec moi cette année, 35, et je pense qu'il mérite à un moment donné qu'un athlète... Mika a mis un truc génial en place, on va pas le mettre pour nous. Maintenant les juges rentrent avec les athlètes, il y a vraiment un contact. Nous on est... Ouais, vous êtes ailleurs. En plus on doit plus être sur le floor, ce qui est normal, Donc nous, on est en fait un peu dans notre monde. Voilà, c'est la partie, je dirais, la moins sympa. Ou la partie un peu ingrate finalement, mais qui pourrait être tellement mise en avant si jamais les athlètes pensaient à ça, à le faire. C'est finalement comme quand des fois tu as bien mangé un resto, tu vas prendre la peine de se dire tiens, si j'allais déjà le dire finalement aux personnes qui étaient là, c'est-à-dire la serveuse, merci vraiment, j'ai bien mangé, alors que finalement c'est presque au chef cuistot qu'il faudrait aller le dire et prendre la peine d'y aller et de dire il est où? Je veux lui dire. Et à ce moment-là, il pourrait être très sympa pour le build et effectivement, c'est à penser. D'autant que c'est des bénévoles. Parce que le chef, il a fait son travail. Oui, mais tu as raison. Tu as raison. On pourrait très bien dire aussi, mais j'ai payé pour être là. Oui, on est d'accord. Okay, t'as payé pour être là, mais en fait, je pourrais aussi te servir un peu, même si t'as payé, je peux te servir un peu. Mais tu sais que ça repose sur des tas de bénévoles. Oui, même si tu as payé, et moi je sais que c'est une entreprise extrêmement coûteuse. Oui, et c'est bien le problème aujourd'hui, c'est que faire tout ça, c'est beau. Mais si finalement tu n'as pas non plus ce retour un peu d'ego pratiquement qui te dit putain bravo pour ce que vous avez fait qui est quand même incroyable, déjà que financièrement il y a rien, si en plus il n'y a pas ce petit retour un peu sympa, c'est difficile. Je pense que c'est le travail aussi de ce genre de production de médias. Moi honnêtement, je suis plus du côté athlète du coup, j'étais jusqu'à présent. En fait le build, comme vous disiez au début, il est transparent, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas. Et on pense pas à remercier. Et souvent, en fait, le seul contact qu'on a avec la compète et l'orga, c'est le juge directement. Du coup, tu remercies ton juge parce que il t'a compté les règles, il t'a accompagné. Des fois, il t'encourage. Mais bien sûr, tout à fait. Et c'est tout à fait jouable. On l'oublie. Mais là, avec ce genre de vidéo, tu vois, mais c'est ce qu'on va essayer de mettre en avant. On va essayer de faire passer ce message-là aussi. Et c'est un peu ça qui me motivait à faire cette vidéo. C'était de faire voir quand je suis venu te voir, Pat, et que je t'ai dit, il faut vraiment qu'on en parle. C'est parce que je pense que les gens juste ne le savent pas. Et il faut leur faire comprendre à quel point ces personnes-là, ce staff-là, ce build, il est important. Sans eux, il n'y a rien. Donc, allez les voir de temps en temps, passer un peu derrière la coulisse, c'est juste les checker un moment, leur dire, mec, merci, parce que t'as mis ton temps. Et du coup, ça fait une compétition incroyable, merci. Ouais, parce que moi qui suis avec eux, c'est vraiment des gars. On a une très très belle équipe. Et encore une fois, Pat est un chef d'orchestre incroyable, mais je le souligne, Pat, parce que ça fait 8 éditions que tu le fais.
ou 7, parce que la première c'était les poubelles. J'ai quelques BH. J'ai quelques BH au milieu. C'est vrai qu'on en parle, parce que depuis tout à l'heure on parle de Pat qui fait les tables, mais il faut savoir que Pat c'est aussi le chef d'orchestre du build au niveau des BHC. Les BHC c'est aussi 3 compétitions dans l'année. Cette expérience qu'il a acquise pour les FS Battle, il l'a acquise grâce au BHC aussi. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le staff général, on a des gens d'expérience grâce au BHC, où on est venu un peu se faire les armes là-dessus, où bah, finalement, on peut faire voir à tout le monde ce qu'on sait faire pendant les tables, où là, ça touche encore plus de monde. Et c'est super sympa. C'est plus dur à la journée, c'est plus dur les BHC ou les tables? Non, les tables. Les BHC, je regarde les Grands Prix, je prends le soleil, je suis avec Steph, on envisage même de jouer aux cartes. Hein. Non, j'exagère. Non. Et que t'as juste la boxe et t'as pas de... Non. Alors évidemment, pour moi, c'est une autre gestion. Ma lane, elle fait 8 mètres, là, elle fait 20 mètres. C'est une gestion, il y a au final, et c'est ce que j'aime aussi au BHC, c'est ce que il n'y a pas le même enjeu que pendant les tables. Donc en fait, tu peux presque l'apprendre, vu qu'ils sont oui, ils peuvent le prendre plus détendu, parce que les choses seront déjà très bien faites au BHC, et de toute manière, il n'y a jamais eu de soucis. Mais ils peuvent se permettre d'être un peu plus détente, alors qu'au table, tu dois rester sur le qui-vive de chaque instant. On a oublié un poids sur une barre, mais en fait, c'est un réel problème. Bien sûr. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'en plus, le job de ce c'est la moindre chose oubliée, la moindre barre mal calée, même une barre mal calée. Je te donne un exemple très simple. Je commence mon WOD, ma barre, tout le monde a sa barre à la zone numéro 4, donc je dis une bêtise, à 12 mètres 50, je dis une grosse bêtise. Peut-être que si jamais j'ai mis une barre ouais, mais lui il est avantagé du coup, parce que il a fait que 10 mètres pour atterrir à sa barre, et on est à ça près, on est à 1 mètre 50 ou 2 mètres de course près. Donc finalement, c'est de la pure précision, et c'est là où il y a ce côté ultra important qui prend place aux FS Battle. Je vous mets dans une situation, là cette année il y a un WOD d'étape qui arrive, il y a Osanga et Jules Castor qui sont côte à côte. Le WOD commence, on se rend compte que sur Jules Castor il manque 3 kilos sur sa barre. Tu es dans la fiction là. J'espère bien. Non mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Non, il se passe rien. Et je comprends ta question, elle est compliquée à répondre, bien sûr. Se passe ça, ok, il se passe ça, Pat. Ça devient le problème de Mika. C'est ça. Mais en vrai, c'est une vérité, ça devient mon problème, et c'est d'ailleurs les appels viennent me voir, et pour m'en parler. Cette chose-là ne peut plus arriver. Hier, il est arrivé un incident que j'ai raconté d'ailleurs sur la cage, c'est le jour où je fais une erreur, c'est que je suis out. Je peux plus assurer le job. Moi, mon job, c'est pas d'erreur. C'est con comme job, mais c'est pas d'erreur. Et je suis ravi parce que maintenant, on a un prestataire, on a un partenaire matériel qui me fournit des disques de couleur. Parce qu'avant, c'était des bumpers. Et quand t'as un gars qui, sous la pression, une jeune femme qui est avec nos builds, et qu'elle te confond un 5 avec un 10, tu imagines vérifier des barres au bumper? Au bumper, c'est un point. C'est impossible. T'es obligé d'aller à 1 mètre de la barre. Ouais, c'est ça, pour vérifier ton épaisseur. Quand toi, t'as 2 lanes à faire, et qu'au milieu, il se passe diverses choses, voilà. Donc ça n'arrive pas. Ouais. C'est pour ça mes petits dessins, c'est pour ça les gars, et je leur parle bêtement, hein. Enfin, bêtement, je reformule. Je leur parle simplement. Les gars, vous enlevez un jaune, vous mettez un bleu. Je veux même pas leur parler de charge. Ouais. Et oui, je vais te dire pourquoi. Parce que là, on est en short bar. Et il y a toujours un type qui vient me dire, mais pas ta barre, elle est pas à 60 kilos. J'ai dit oui, mon gars, je sais qu'elle est pas à 60 kilos. Enfin, tu crois. Enfin, bref. Non, parce que... Et là, ça part sur le, mais je comprends pas, short bar, mais pas barre, mais le kilo, la charge de la barre, ouais. Tu te perds. C'est la vraie difficulté, Théo, c'est pas le matériel. Ce matériel, c'est simple. Un dumbbell de 30 kilos, ça fait 30 kilos. Un de 22,5, ça fait 22,5. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Mais il faut gérer 35 personnes. Donc des gars qui se disent, et pourquoi c'est pas moi le calife? Et moi, je leur dis, la place, elle est quand vous voulez. Mais pas si on avait fait les choses comme ça. Vas-y, prends les choses en main. Parce que je peux te dire qu'il y a eu des WOD complexes. L'année dernière, on a des yokes, des barres. J'ai des variations. C'est-à-dire que je dois faire enlever certains disques des yokes pour les faire passer sur les barres, alors que les disques à rajouter sur les yokes arrivent de la réserve,
Tu vois le jeu de rotation? Parce que charges différentes, parce que division et catégories différentes, et que là, tu dois commencer à faire des espèces de rotations spéciales entre une barre, un yoke et remettre au bon endroit. Exactement. Pour penser qu'il y a une autre division qui arrive par la suite et que si c'est pas rangé ou mis au bon endroit, tu te retrouves encore en galère et là, tu perds le fil. Et c'est là où ça devient très tactique. Parce que là, tu as un nombre de potentielles erreurs. Exactement. C'est incroyable. Et en plus, parce que dans la maison, on aime l'esthétisme, ce que certains appelleraient de la maniaquerie, tu vois. Et par exemple, hier, Mika Messelet, je lui envoie la photo, je savais que le mec était décalé, il avait tout ça. Ah oui, je peux pas supporter. Et nous, on aime que les barres, elles soient faites proprement. C'est-à-dire que le 25 soit en premier, et le 20, etc. Alors que parfois, classique, mais... alors que parfois, la facilité, c'est de décharger un 5 et de mettre derrière, si tu veux, un disque qui est plus gros que celui qui est avant. Mais jamais, jamais, non. Mais on n'en est pas là. Je ne laisserais pas faire ça. Mais jamais. Mais pas non plus, finalement. Mais non, mais moi, dans mes topos, je dis, vous déchargez, vous rechargez. Donc tu tombes le 5, tu mets le 10, tu remets le 5. Ouais, alors qu'on pourrait essayer. Tu mets que le 10 et tu oublies le 5. Tu peux risquer ça. C'est là où tu fais le contrôle. Ouais. Donc en fait, chaque année, tu rajoutes un truc pour rester sur je mûris, comme ce garçon. Ouais, petit à petit. Et on arrive à un truc qui... Enfin, je préférais te le dire dimanche soir, mais qui est relativement ficelé, ouais. Pourquoi on se retrouve avec des retards en compétition? Alors moi, j'ai mon opinion. Moi, j'ai mon opinion. Moi, j'affirme, clair, et j'ai le regard de tous mes gars du Bill qui vont écouter ce passage, c'est qu'on n'est jamais en retard. Le build n'est jamais en retard. Le build n'est jamais en retard. Le build rattrape des grosses minutes. Mais on est en retard parce que la compétition est sophistiquée, qu'il y a une vraie recherche de niveau et que les juges ont vraiment à juger. Pour moi, je n'irai pas faire juge. Il y a vraiment tellement de variations. Tu imagines sur le même WOD, tu as un mouvement, le mouvement n'est pas le même, le nombre de reps n'est pas le même, et ça, il faut un brief régulier. Enfin, c'est mon point de vue. Après, il y a une caté dont on n'a pas parlé, pour laquelle tout le monde ici a une recherche de service complet, ce sont les adaptives. Et là, on n'est plus en adaptation par hit, on est en adaptation simultanée. Par lane. Quasiment au couloir, c'est-à-dire que je positionne les athlètes par couloir, et tu comprends bien que tu ne sers pas le même WOD à un upper, à un lower, à un euro ou à un footed. Et ça, parfois, ça nous a mis dedans, ce qui ne sera pas le cas cette année, parce que les années passées, je ne disposais pas d'un temps interrupte différent entre le floor adaptive et le floor en live. L'année dernière, ça nous a mis dedans. Cette année, Michael a pris en compte. Et donc, si tu veux, mon temps WOD, si je puis dire, mais dans WOD, j'ai un temps de 10 minutes. J'ai pas 3 minutes. C'est ça qui est important, c'est que aujourd'hui, les adaptives, on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir créer quelque chose de vraiment pertinent pour les adaptives. Et autant l'année dernière, on l'a déjà fait, mais on n'avait encore pas énormément d'expérience sur le sujet. Et cette année, on a, comme l'a dit Pat à l'instant, on a vraiment mis un temps entre... Il y a une seule vague, donc pour les adaptives, entre la vague adaptive et la première vague teens. L'année dernière, on le traitait sans temps, on avait un inter-hit de 3 minutes. Cette fois-ci, c'est un inter-WOD, donc on a 10 minutes, tout pile. Donc, ça laisse plus de temps pour pouvoir gérer pour que le build ait le temps de complètement changer le WOD, parce que finalement, on change de WOD, et on remet sur une réponse de plus logique pour la suite. Mais ça, c'est aussi des choses, on peut ne pas avoir de retard si on veut. Avec Pat, on sert une compétition simple, et on se mettra pas dedans avec 0 retard, avec des divisions qui sont simples, avec des catégories qui sont simples, avec une adaptation très basique finalement pour un peu tout le monde et toutes les catés. Et là, oui, c'est sûr qu'on peut servir quelque chose de bien plus simple. Maintenant, c'est notre faute parce qu'on aurait dû le prendre en compte déjà à l'avance. On se fera pas avoir, en tout cas là-dessus cette année, parce qu'on l'a bien géré. On peut se faire avoir sur d'autres choses. Maintenant, je sais que le build, généralement, c'est pas le build qui nous a mis en retard. Aujourd'hui, le build nous a servi pour rattraper du temps. Parce que il est très bien rodé, Pat et son équipe. Maintenant, nous,
il y a plusieurs aspects qui peuvent nous mettre en retard. Il y a un paquet de choses. Ça peut aller de tiens, une petite coquille qui s'est glissée à un moment ou un autre sur un des WOD qu'on a décidé de prendre en compte tout de suite. Il faut se dire ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part finalement avec cette charge-là pour tout le monde ou est-ce qu'on met légèrement à jour quelque chose pour tout le monde? Mais il faut prendre une décision, il faut qu'elle soit rapide. Si on prend cette décision, il faut que le build en soit averti et qu'eux prennent avec nous physiquement parlant le dessus du WOD et de venir changer ce qu'il faut. Ça peut prendre des fois 3-4 minutes et derrière on a tellement quelque chose de timé toute la journée qu'on ne les rattrapera pas. Donc au mieux on peut juste les garder ce retard, mais les rattraper c'est très compliqué. Mais comment à la fin de la journée, des fois on se retrouve, pas forcément aux affiliés dans toutes les compètes, mais on peut se retrouver avec 30 minutes, une heure et demie de retard? Bah, déjà, alors, qu'est-ce qu'il peut moi j'ai envie de te dire déjà, pardon Mika, mais pas aux affiliates. Ça nous arrive une fois. Ça, vraiment, je le sais, ça nous arrivait une fois, c'était donc l'année dernière, et ça, on a eu une heure de retard concrètement, je crois que c'est ça. Une heure de retard dernière, je sais pourquoi c'est arrivé, clairement, c'est que justement, c'était au moment de surtout donc des adaptives, où on a voulu faire quelque chose d'incroyable, mais on n'était pas préparé. C'est pour ça que cette année, d'ailleurs, on travaille avec Anne Contenanceau, qui fait un travail extraordinaire aussi, qui s'est mis en relation avec Pat et Jocelyn, et qui, à eux trois, font vraiment un travail de fond là pour pouvoir préparer quelque chose de fou. Mais ça, on s'était fait avoir et c'est notre faute. Par contre, il n'y a pas d'excuse. On avait qu'à le prédire. C'est ce que je te dis tout à l'heure, c'est que il faut être dans le coup d'après. Et si on doit revoir la copie en cours, on prend du retard. C'est la seule explication. J'espère que cette année, on sera à l'heure à tous les instants, à tous les WOD, à tous les hits. Parce que vous pourriez aussi faire le choix, comme beaucoup de compètes, de dire il n'y a pas d'adaptive, ou alors c'est quelque chose de très basique. Et là en fait vous prenez le parti pris de mettre quelque chose en place de vraiment unique pour eux. Je vais même aller plus loin de ce que tu viens de dire, Théo. C'est qu'on pourrait même prendre le parti pris de faire pas d'indiv et faire que de la team. Beaucoup plus simple. Vraiment, parce qu'en termes de KT, on est sur des KT moins de 50, plus de 35, 40, 45 plus, on va même sur du 45 plus en indiv. Donc on n'aura plus de teams, on n'aura plus de ça. Donc en fait, tu t'enlèves un travail considérable. Par contre, le prestige de ta compétition n'est plus le même non plus. On sait tous qu'aujourd'hui, avoir une compète en indiv, c'est quand même très prestigieux. Et du coup, il y a quelque chose qui manquerait aux Affiliates Battle si j'enlevais la partie indiv. Donc c'est pas du tout au rendez-vous. Donc on laissera bel et bien les indives, on mettra des adaptifs comme on l'a fait maintenant depuis plusieurs années. Ça sera encore le cas. C'est juste à nous de nous améliorer pour pouvoir proposer un vrai spectacle à tout le monde. Et ça, on ne dérogera pas de ça. C'est à nous de s'améliorer, pas autrement. Maintenant, oui, du retard, on en a eu un petit peu l'année dernière. C'était la première fois en 8 ans. Je compte bien parce que si ça arrive une fois tous les 8 ans, ça me va. En vrai, une heure, je parle. Donc ce sera pas la même chose cette année. Vous pensez que là qu'on aborde la meilleure édition des Affiliates Battle de tous les temps? Oui. C'est mon point de vue aussi, ouais. Oui, on aborde la meilleure édition, ne serait-ce que par l'expérience de l'équipe. On vient d'en parler avec Pat ici, qui maintenant est incroyable et qui fait que la compétition ne peut que bien se passer, ou à 99% des cas, même si avec quoi que ce soit, on sait rattraper les choses pour pouvoir que ça reste fluide tout au long du week-end. On a une programmation avec Jocelyn qui, petit à petit, elle a toujours été très pertinente, mais aujourd'hui, elle est pertinente et bien amenée pour que ça reste fluide. Et ça, c'est très important. On a, je pense, toutes les armes pour pouvoir faire en sorte que cette édition soit la meilleure de toutes. Et on était encore au Parnasse, on va y retourner d'ailleurs. On était encore au Parnasse hier, avant-hier et la semaine qui vient de précéder. Il y a eu des investissements qui ont été faits assez colossaux pour pouvoir proposer une fête assez incroyable. Donc, je pense y répondre clairement, oui, c'est la meilleure édition des FS Battle l'année qui arrive. On a souvent envie de dire ça, chaque année, c'est la meilleure édition. Oui, mais des fois on sent qu'il y a eu des petites nouveautés, c'est bien, on s'appuie sur quelque chose qu'on sait faire et très bien. Autant là, on s'appuie sur l'expérience, mais on a surtout mis en place beaucoup de nouveautés et de nouvelles choses pour dire qu'on va vraiment faire un vrai step-up encore une fois lors des Affiliates Battle. Là, pour quelqu'un qui était là l'année dernière aux Affiliates, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à l'année dernière, par rapport à l'édition 2023? Juste comme ça, déjà ces 3 jours, hein. Ça c'est... Tout à fait. Déjà ça, 3 jours, et c'est important. Ouais. Et ces 3 jours qui, en plus de ça, seront accompagnés d'un vrai village partenaire. Je l'ai dit plusieurs fois. Énorme. Mais le village partenaire, il est ultra important dans ce genre de compétition. Si on veut ressembler aujourd'hui à un vrai festival du CrossFit, à se dire qu'on vient pas juste, les athlètes ne vont pas juste venir, ils vont venir participer à une vraie un peu communion, comme on dit, des spectateurs, des athlètes, des bénévoles, de tout ce petit monde-là aujourd'hui qui va arriver ensemble aux Affiliates Battle et passer un vrai moment incroyable.
Donc oui, le village partenaire est un vrai plus. Il y a aussi toute la partie honnêtement déco. La déco va faire son effet. La lumière aussi a évolué. Ouais. On est passé sur deux ponts sur le Parnasse qui vont donner une ambiance encore plus dingue. Vous allez voir, on va pas tout dire ici, mais il y a vraiment beaucoup de nouveautés cette année qui font qu'on est persuadé que ça sera la meilleure édition des AFS Battle. Ouais. Très bien, monsieur. Parfait. Il n'y a plus qu'à. Moi, je tiens à le dire encore une fois ici, merci Patou pour tout ce que tu fais depuis les dernières années, parce que sans toi, Pat, les AFS Battle... Est-ce que ce sont les dernières années? N'existeraient pas. Non. On a dit non.